Bonjour, bienvenue sur Bonus Magazine. Nous sommes dans le cadre de nos grandes interviews et c'est un honneur, un privilège pour moi de recevoir aujourd'hui un artiste que je considère comme l'un des plus futés de sa génération, certainement de toutes les générations même. Prométhée, bonjour. Bonjour Atissoni, le grand prêtre. Oui, le Goff, God of Fire. Ça, c'est l'un des surnoms de Prométhée. Ouais. On peut commencer par là, God of Fire. Alors, God of Fire, c'est vrai, sans prétention, hein, c'est un surnom parce que dans la mythologie grecque, le Prométhée a été, comment on appelle ça, par extrapolation, hein, a été assimilé au dieu du feu. Et moi, quand je faisais du rap, j'aimais toujours dire que j'apportais le feu, j'apportais le savoir, j'apportais une flamme. Donc, sur scène, à chaque fois que je remportais un battle ou je faisais sensation, ça restait toujours dans la tête des gens. Le dieu du feu, et ça m'a suivi jusque dans le Zouglou. C'est devenu mon blaze, quoi. Et bien sûr, cette flamme, hein, tu la portes sur l'échiquier zouloutique, l'échiquier musical, tout simplement. Alors, nous sommes dans tes locaux, dans tes studios. Ouais. C'est bien ça. Chez toi, tu es bien installé. Merci. Et c'est une autre corde à ton arc. Ben, j'aime appeler cet endroit le bureau studio. D'accord. C'est la petite zone de travail dans laquelle, voilà, j'allie en fait toutes mes fonctions. Voilà, c'est ici qu'on écrit, c'est ici qu'on compose, donc, et les lyrics et les mélodies de nos chansons et de chansons d'autres artistes. C'est ici aussi que j'écris les projets qui n'ont rien à voir du tout avec la musique. Ouais. Et donc, je pense que voilà, c'est la base. Et oui, c'est ton sanctuaire, donc. Ouais. Voilà. Donc, on veut donc entrer un peu dans cet univers-là. On connaît Révolution, ouais. Mais l'univers de Prométhée, de Révolution, peut-être que ça se confond, mais il y a quand même une distinction à faire. Ouais. On va commencer cette interview avec une nouvelle qui n'est pas totalement cool. C'est clair. Le départ de Valérie, du groupe Espoir 2000. C'est une nouvelle qui attriste tout le monde. Ouais. Oui, Valérie, c'est un aîné que j'ai eu la chance de côtoyer de son vivant. C'est pas de ceux que j'ai vus de loin. C'est quelqu'un que j'ai connu presque personnellement. Que ce soit ici à Abidjan, mais comme en France aussi, quand il était venu pour ses soins. On s'est vu dans la ville de Rennes où il était. Et j'ai vu un homme qui s'est battu contre la maladie. J'ai vu un homme qui aimait la vie, qui n'était pas prêt à lâcher la vie. Donc, j'estime qu'il a tenu, il s'est battu pendant très longtemps quand même. Compte tenu de la maladie qu'il avait, il s'est vraiment battu. Et ce qu'on doit retenir de lui, c'était un homme positif, un homme joyeux. Il aimait recevoir tout le monde. Voilà, c'était quelqu'un de bien. Ouais. Père son âme. Une grosse perte pour le zombie, ça c'est sûr. Père son âme et force à Pat Sako, son binôme. Alors, Prométhée, avant d'être artiste, qui étais-tu? Quel genre d'enfance tu as eu? La vie avant celle d'artiste? Mais j'ai eu la chance d'avoir un père qui était fonctionnaire, un gendarme sous-officier pendant presque toute sa carrière, qui m'a quand même permis de faire de bonnes écoles, qui m'a permis d'être là où les enfants des riches étaient, en tout cas. Il a pratiquement sacrifié son confort pour que j'ai une bonne éducation. Et j'ai entre autres, je suis comme un fruit indirect de ce qu'il ne voulait pas. Parce que par la suite, le fait que je devienne artiste, ça a été la source de conflit. Ça a été une source de conflit parce que je peux pas investir, pour un père qui s'est dit je peux pas investir autant dans tes études et faire de toi un artiste, tu vois. Et le problème, c'est que dans tout mon parcours scolaire, j'ai été orienté de façon indirecte vers la littérature.
D'accord. C'était des mots fléchés, mots croisés dès l'âge de 11 ans, 12 ans. C'était des niveaux 5, niveau 6. Mon père, il avait une médiathèque. C'est-à-dire, quand il va travailler, il achète des cassettes de tous les artistes qu'il pouvait voir. C'est-à-dire, pas seulement des artistes ivoiriens, mais des artistes indiens, tanzaniens, américains, irlandais. Alors, il y avait tout comme musique chez nous. Et ça m'amusait, en fait, de prendre une cassette au hasard, de jouer et d'écouter, de découvrir des artistes. Ça m'a donné une culture musicale, en tout cas conséquente. Et ça m'a permis d'avoir vraiment une base en termes de composition, en termes d'esprit même de création. Et au départ, c'était pas l'idée c'était pas d'être artiste. C'était plus quelque chose que j'aimais faire. Par la suite, pour m'aider, c'est la natation. D'accord. J'ai nagé même en semi-pro, à l'ASPA, quand on était à Treichville. Ça aussi, quelque chose que les parents n'ont pas approuvé. D'accord. Après, on a tué le truc dans l'œuf à partir de 15 ans. Là où mes amis commençaient à partir, signer en pro à l'extérieur. Moi, j'ai arrêté la natation. Donc, 15 ans, 16 ans, j'ai arrêté la natation. C'était la chorale. Et par la suite, l'interprétation. Et puis, quand on arrive à Yopougon, pendant les dernières années de carrière du vieux, là, c'est là que je rencontre en fait Isso. Et par la suite, Zokora. Et puis, ça devient Révolution. Le Zouglou s'impose à moi. Moi, il faut dire que j'ai appris le Zouglou sur le tas. Et j'ai appris le Zouglou avec Eric Patron. D'accord. Voilà. On va y arriver. Donc, avant le Zouglou, c'était le slam, en fait. Avant le Zouglou, c'était le slam. J'étais plus hip-hop, j'étais plus R&B. Comme j'ai dit aussi, je pouvais faire tout parce que je suis un enfant de la Côte d'Ivoire. Mais aussi, j'ai aussi grandi en écoutant tout. En écoutant tout. Donc, ça me permet d'être un hybride, en fait. Bien sûr. Mais tu dis que le Zoulou s'impose à moi. Pourquoi ça s'impose à toi? Mais parce que je n'étais pas parti pour faire du Zoulou. Je fais la connaissance de mes amis, surtout de Isso à l'école, lorsque je suis en terminale au CSM de Niangon. Lui, il a envie de faire du Zoulou. Moi, pendant les récréations, je réunissais presque toute l'école dans ma classe. C'est-à-dire, quand je commençais à chanter, les gens, ils venaient autour et tout. C'était ça le truc d'abord. Et moi, c'était plus des interprétations des chansons de Singila, Corneille, les trucs comme ça. On s'amusait, quoi. On attirait un peu les go, tout ça. Et puis, ça a tapé dans l'œil de Isso, qui a voulu qu'on marche ensemble, parce que lui, il voulait faire de la musique, mais lui, il voulait faire du Zoulou. D'accord. Donc, il me dit, mon gars, écoute, j'aimerais bosser avec toi, essayer je veux que tu vois mes textes, les trucs comme ça. Donc, on commence à travailler ensemble. Et ça interpelle le coiffeur du quartier, un certain Zokora. Zokora, d'accord. Qui nous approche un jour et qui demande à intégrer, parce qu'il a entendu parler d'un groupe qui était au quartier, tout ça. Moi, je répétais juste avec Isso. Et je te dis même que c'est à cette époque, à partir de 2008, qu'on commence à écrire des chansons comme Kelly. Ah bon, hein? Oui. Qui est sorti. C'est l'une des premières compositions. D'accord. Donc, on a travaillé ces chansons-là. L'idée, c'était vraiment d'écrire, de les aider. Et puis, moi, je me retirais. Mais, on arrive au studio. Déjà, on sent qu'il nous manque une harmonie. Quand moi, je faisais pas les harmonies, c'était linéaire. C'est-à-dire, Isso et Zokora ne faisaient pas d'harmonie. D'accord. Donc, on sentait le besoin d'une dernière voix. En temps, il y a un gars au quartier aussi, qui n'était pas tout le temps à Yopougon. Sa mère, père, son âme, avait sa cabine. Cyril Golé, donc Sai, qui était un ami du quartier. Dans les quartiers à Yopougon, on se connaît tous. Donc moi, je savais qu'il chantait un peu de temps en temps. Donc j'ai dit au gars, il faut qu'on voit ce gars-là. Donc c'est comme ça qu'on intègre Sai. Sai devient le 4e membre, mais en ce moment le 3e.
Et c'est quand on va chez Nano Fabi que les choses basculent. Parce que quand moi j'interprète les chansons, ça sonne plus tranquille dans l'esprit de Nano. Nano trouve que c'est plus porteur. Quand c'est sans ma voix, c'est compliqué. Donc, c'est comme ça que Nano leur dit, écoutez, mais ce gars-là, vous dites qu'il n'est pas dans le groupe. Il faut qu'il soit votre lead vocal. Il faut que ce gars il chante avec vous. Donc, donc avec Isso, on parle de ça, il me dit, Joe, toi, hip-hop, tout ça, là, Joe, tu as fait quoi et ça vient, c'est l'identité de la Côte d'Ivoire, tout ça vient. Et moi, j'aime les challenges. Moi, je suis quelqu'un je me dis que tant que je suis vivant, je peux tout apprendre. C'est ça. Je peux tout apprendre, je peux tout essayer. Donc, c'est comme ça que j'entre dans le Zouglou. Et c'est là aussi qu'intervient Eric Patron, puisque tu as dit qu'il t'a formé. Oui. Comment concrètement? On a eu la chance en 2009, quand on a sorti la première version de notre album Réveil, Eric aménageait au quartier. D'accord. Pourtant, à la base, Eric, c'est un gars de derrière l'eau, c'est un gars de Marcory. Et Eric arrive à Yopougon et c'est dans notre quartier, à la Cité Verte. Donc, la coïncidence est bonne, mais elle est trop belle parce qu'on sait qu'Eric est au quartier, mais on ne peut pas aller chez lui, c'est une star. C'est clair. Par contre, c'est son frère qui vient à nous. Jean-Marc le charmeur, que je salue au passage. Jean-Marc, il nous voit répéter dans le même maquis, chaque soir, en face du salon de coiffure de Zokora. Et Jean-Marc, qui vient, il s'arrête, il nous écoute. Et il nous dit, j'aime bien ce que vous faites. Je vais demander à Eric de venir vous écouter. Donc, il monte. Il déplace Eric. Eric vient. Il aime aussi ce qu'on fait. Et il nous tend un billet de 10 000 francs. C'est votre transport. À partir de ce soir, vous commencez à me suivre dans tous nos spectacles. Et à chaque fois que les patrons doivent jouer, vous faites la première partie. C'est comme ça que les choses démarrent. Et on devient vraiment ses bons petits, quoi. C'est-à-dire, ses fils même. Donc on le suit partout. Au-delà même des scènes, on est avec lui dans presque tous les maquis, les coins où il passait en tout cas. En ce moment, Vieux Gazet était à Abidjan, on partait dans son coin au lycée à Marcory. Quand il y avait des funérailles, Eric me met derrière lui. Suis comment je chante. Dès que je lâche le micro, c'est toi. Et c'est comme ça que j'apprenais à improviser. J'apprenais l'esprit du Zouglou. Je voyais comment les choses se faisaient en échelle. J'ai vraiment appris les petits codes aussi. Les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et bon, voilà, on espère qu'on a été des bons élèves. Mais voilà, c'est vraiment Eric qui m'apprend le Zouglou. D'accord. Donc c'est juste lui dire qu'il est ton mentor. Oui, c'est mon maître. C'est mon maître. Eric, c'est mon maître. Et c'est lui qui produit l'album ou alors il vous aide simplement, le premier album? Non, Eric nous permet de faire un relook de l'album avec une aubaine, une main tendue quand on enregistre Chagrin d'amour. C'est sur un coup de tête, il nous dit, je sens qu'il vous faut une chanson qui va révéler votre vrai style. Parce que quand je vous vois, je sais que le Zouglou, roots comme ça, là, c'est pas votre truc. Et il nous demande de faire une chanson, il nous donne même le thème, il nous impose le thème, il nous dit, vous avez 24 heures pour écrire cette chanson. Si la chanson me plaît, moi, Eric Patron, je pose sur cette chanson. Tu es sûr, ok. On n'a même pas fait 16 heures, on n'a même pas fait 12 heures. On est revenu avec une chanson de 5 couplets. Chagrin d'amour, c'était une chanson de 4-5 couplets. Il a tellement apprécié que la même nuit, on est parti chez Pachi. Donc, effectivement, c'est lui qui finance le studio, c'est lui qui investit dans cette chanson. Dans l'autre titre aussi, Ça va déjà. Il était parti vraiment pour prendre en main les choses. C'était ça, en tout cas, son intention. Après, ils étaient tellement sollicités à l'époque que il n'était pas très présent à un moment pour nous. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on reprenne les choses en main, qu'on récupère la suite des choses et que c'était mieux en fait qu'il reste notre parrain, notre vieux père, notre maître, de sorte à ce que les choses
soit plus facile à gérer. C'est ça, c'est ça. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé, et puis voilà. Bon, c'est ça. Et puis, je me rappelle à l'époque, on connaît tellement votre succès Voilà. à la participation d'Éric Patron dans la chanson. Et on avait un problème d'identité, même. Oui, ça vous agaçait même à la limite. On avait un problème d'identité. Mhm. C'est vrai que c'était pas un agacement, mais c'était une sorte d'alerte. D'accord. Parce que on s'est dit, s'il faut nous appeler, il faut que notre nom soit les petits des patrons. Ou bien, je sais pas, mais les filleuls des patrons, les petits des patrons. C'est que votre existence est liée au patron. Voilà, on n'avait pas de nom à nous. D'accord. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui que les gens savent qu'il y a un groupe qu'on appelle Révolution, il y a un groupe qu'on appelle les patrons. Mais pour ça, il a fallu qu'on arrive à dissocier les choses, à se séparer, mais sainement. On arrive à faire les choses de notre côté. Déjà aussi pour montrer au grand frère qui n'a pas eu tort de croire en nous. Il fallait qu'on mette en avant notre potentiel, qu'on se batte un peu aussi sans lui. Mais il faut que je rassure les gens, à chaque fois qu'on avait un blocage quelque part, on retournait vers lui. Et lui, il nous ouvrait les bras, il a toujours été avec nous. Il n'y a jamais eu de rupture. Donc on a travaillé toujours ensemble. La preuve, avec l'album Overdose, on lui a rendu hommage. Bien sûr, avec le titre Erico. Erico, voilà. Justement. Alors, la longévité de votre groupe, vous avez commencé à 4 en 2008. 2024, vous êtes toujours 4. Le secret de cette longévité, c'est pas courant dans le milieu artistique. Ben, il y a pas vraiment de formule magique ou de secret. On a fixé des bases. D'accord. On a fixé des bases et il y a des choses qu'on s'est dit dès le départ. C'est-à-dire, on a vite compris que les histoires d'argent, très souvent, sont la cause, en tout cas l'une des causes des séparations des groupes, et les questions de frustration aussi, et les questions d'ego. Les gens en général aiment être respectés. Et ils aiment faire les choses ou collaborer dans l'entente, dans la vérité, dans la sincérité. On s'est inspiré de tous nos aînés, hein. On s'est inspiré de nos aînés, de nos confrères aussi, parce qu'on a assisté au départ progressif de certains membres, de nos mentors, même des patrons. D'accord. On a été témoin de la longévité de Magic System en termes de constance. On a été témoin aussi de la constance de Yodé et Siro. Mais on a vu, par exemple, c'est qui ça qui était un groupe qui démarrait pratiquement au même moment que nous, mais qui a eu un succès plus rapide, mais en même temps un succès éphémère. On a vu c'est qui ça commencer et s'arrêter. Donc, on a pu comparer. D'accord. On a pu comparer et on a pu réfléchir pour comprendre les causes de ces séparations-là, sans forcément blâmer quelqu'un. Il fallait pour moi d'abord être un meilleur lead vocal. Pas en termes de talent, mais en termes de rassemblement, en termes de leadership, de fédération et de leadership. Le plus important pour nous, c'était d'avoir un groupe homogène où tout le monde participe. C'est parti d'une décision très importante. D'accord. On m'a pris pour un fou au début, mais c'est parti d'une décision très importante. Chez nous, il n'y a pas de prime spéciale pour le lead vocal, ou bien il n'y a pas de privilège spécial pour le lead vocal. Si c'est 100 francs, tout le monde a la même part. Si c'est 25 francs, tout le monde a la même part. Ça allait jusqu'au manager, jusqu'à Patrick Augier. Parce qu'on estimait que c'était un membre fondateur du groupe. Et donc, si chacun de nous devait avoir 5 francs, ça allait jusqu'à lui. Et c'est ça notre premier principe. Ensuite, au niveau des droits d'auteur, tout ça, on faisait la même chose. Parce que tout ce qui est écrit pour Révolution, c'est pour Révolution. D'accord. Voilà. C'est seulement peut-être à partir du moment où j'ai commencé à être sollicité pour composer des chansons d'autres artistes,
que j'ai commencé à dissocier au niveau des droits d'auteur parce qu'il y a il y a des versements qui sont différents, voilà, qui tombaient dessus. Sinon, à ce moment-là, c'était vraiment pas égal. Ça veut dire que quand on finit de récupérer nos répartitions, on les met ensemble et puis on partage. C'était comme ça qu'on faisait. Et les questions de... Après, je peux dire aussi que c'est pas un secret, mais l'une de nos bases aussi, c'est le respect mutuel. Bien sûr. Mutuel parce que on se respecte. Ça veut dire, tu connais les limites de l'autre, tu sais qu'il n'aime pas ça. Tu ne fais pas. Et on a aussi tué tout ce qui pouvait être source d'ego chez nous. D'accord. C'est vrai que je viens de dire, tu sais qu'il n'aime pas ça, mais tu n'insistes pas dessus. En fait, ça c'est dans le sens de vraiment du travail. C'est-à-dire, on va pas être en public et puis peut-être engueuler l'autre parce qu'il est venu en retard ou bien parce qu'il a fait tant, il a fait tant. Ça c'est des petites choses. Mais si on veut t'attacher, c'est-à-dire si on veut t'attacher, on peut commencer à t'attacher dans la voiture depuis Abidjan jusqu'à Kourouga. Tu peux pas frapper quelqu'un, même si tu as le gabarit de Zokora, tu peux pas frapper quelqu'un. Tu vas t'énerver, mais tu vas arriver et tu vas chanter. En fait, c'était un processus qui nous a permis aussi de tuer quand même en nous les petites choses que certains dehors prennent peut-être pour se fâcher, pour partir, pour quitter un groupe. Nous, chez nous, je sais pas c'est quelle injure on n'a jamais entendu. D'accord. On mangeait ensemble, dans la même assiette, on a tout fait ensemble. Du coup, on a tué rapidement certaines choses. Parmi nous, tout le monde a quitté le groupe au moins 3 fois. Ah bon, hein? Oui. Mais il est toujours revenu. C'est fini. Je m'en vais. Mais le lendemain matin. Il est le premier à la répétition. Non, le lendemain matin. Si tu n'es pas revenu, nous trois, on va te chercher. On va te chercher, ouais. Non, si tu n'es pas revenu, nous trois, on vient te chercher. Donc, c'était comme ça. Et ça n'a jamais fuité, hein, tout ça. Non, bon, après, même on ne cache pas. Pourquoi? Parce que ça faisait partie du processus même je peux dire, de fusion. D'accord. On était en train d'apprendre à se connaître. Du coup, même si on te traite d'imbécile net, tu quittes le groupe. Voilà, pour une question de sauce graine, tu peux partir. Mais ça, c'était vraiment des choses je suis content même parce que on a connu ça avant. On a connu ça très vite au moment où on n'avait rien. Donc, c'était important pour nous de passer par là. Voilà. Mais malgré tout ça, l'un des membres fondateurs, tu l'as évoqué, est parti, Patrick. Oui. Patrick Oye. Patrick et Alex aussi après. Le départ de Patrick, ça a été un coup dur parce que Patrick décide de s'installer en France. Après, c'est à juste titre parce qu'il avait toujours voulu être installé en France. Il avait une vie aussi à construire, une vie de famille. Donc, Patrick s'installe en France. Pourquoi un coup dur? Parce que ça a été notre tout premier manager. Et c'est avec lui qu'on a appris vraiment les petits rouages qu'on connaît dans ce milieu. Dans ce milieu. Et donc, quand il part, il y a un déséquilibre. Par la suite, tout le staff qu'il a construit, c'est-à-dire Alex Modo, Alex part aux États-Unis s'installer aussi. Je pense que c'est Alex même qui part aux States en premier et Patrick en France après. Il y a le décès de Zola. Oui, Zola le rock. Il y a le décès de Zola, donc on n'a plus de structure. Ouais. On n'a plus de structure. La vérité, c'est que pendant près de 5 ans de transition, c'est Isso qui devient le manager général du groupe, mais en sourdine. On est obligé de prendre des assistants comme Orlando et tous les autres qui ont suivi pour tenir. Il n'y a que récemment qu'on a formé un nouveau staff avec à sa tête Joe Bonanno. Et voilà, les Nikita et autres qui sont en train de faire un travail formidable pour nous remettre dans le réseau parce que honnêtement, on fonctionnait vraiment en pilote automatique, c'était pas facile. Mais on a tenu, voilà, c'est le plus important. C'est le plus important. On va retenir que c'est la vie, tout simplement. Ouais, c'est la vie. Alors, vous appelez Révolution. Ce nom-là, comment vous le trouvez? Et pourquoi Révolution? Vous savez ce que ça créait comme polémique. Ils viennent d'arriver, qu'est-ce qu'ils veulent changer? Prétendent vouloir Révolution, non, voilà.
Ah non, révolution, c'est une idée de Isso. Et c'était exactement ce qu'il nous fallait comme nom, parce que c'était ça notre vision. Moi, perso, comme j'ai dit, je suis pas un fruit du Zoulou, je suis pas un fruit de Woyo. J'ai appris. Et je suis fier de le dire parce que c'est ce qui m'a permis aussi, et qui a permis à mon groupe d'avoir une couleur, un certain style musical. Et quand on s'écoutait, on se disait, on ne pouvait pas venir apprendre à ceux qui ont créé le Zoulou quelque chose de nouveau. Sauf qu'il fallait leur apporter ce qui leur manquait. Il fallait qu'on arrive d'abord à décomplexer même cette musique-là. Parce que les gens commençaient à se dire, c'est une musique qu'on doit écouter quand on a des problèmes. Quand on veut réfléchir. Le Zoulou ne passait pas dans les anniversaires d'enfants. Dans des occasions festives, c'était pas le Zoulou d'abord, c'était plutôt le coupé-décalé qui naissait. C'était les musiques étrangères. Nous, on connaissait des Ivoiriens qui disaient, je préfère la musique congolaise au Zoulou. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, il y a des gens qui disent ça encore, mais maintenant, au moins, on entend des gens de plus en plus de jeunes qui sont adeptes de Zoulou, pour qui c'est devenu normal. Donc, c'était pour ça qu'on voulait révolutionner. C'était ça qu'on voulait révolutionner. C'était ce type de révolution-là. Mais comme tu l'as dit, ça n'a pas été évident. Bien sûr. On vous a pu avoir dénaturé. Voilà, ça n'a pas été évident. Ce que vous n'avez pas créé. Voilà. C'est dénaturer ce qu'on n'a pas créé, ça a été un risque à prendre parce que le Zoulou en lui-même, s'il restait folklorique, s'il restait fermé, il n'allait pas tenir jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, Siro nous a dit lors de nos 15 ans, nos 15 ans de carrière au Sofitel, sur la scène, Siro a dit dans le micro, c'est grâce à ces jeunes-là que nous sommes revenus. Siro l'a dit, Assalfo l'a dit. Et quand Siro le dit, c'est pas faux. Parce que, en ce moment-là, tous nos anciens étaient installés en France. Il y a que leur musique qui jouait. Sinon, ils étaient tous en France. Ils étaient tous installés en France. Aujourd'hui, sur Choc, Antipalu, tous ceux-là, ils sont en France. Les Djibor, Rémi, que j'ai vu quand j'étais installé, quand j'étais à Orléans, il y a plein. Les Alan Bill, tous ceux-là, paix à son âme, c'est en France. D'ailleurs, tu vois, donc le truc, on se dit que les jeunes, c'est vrai, ils sont venus, ils ont dénaturé, il y a plein qui se sont insurgés contre ça, mais dans le fond, ils ont fini par reconnaître qu'on n'était pas venus pour éteindre le mouvement, c'était plus pour apporter un nouveau souffle. Je pense qu'à partir de ce souffle, les plus visionnaires se sont remis en cause, ont revu leur style. Voilà pourquoi ils vivent encore, ils tiennent encore. Donc ça a été quand même une révolution. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se réinventer. Bien sûr. Il faut pouvoir envoyer quelque chose, une nouvelle impulsion. Ça peut ne même pas être par nous, hein. Parce que nous, on a tiré sur la sonnette. On a appelé les plus jeunes à intégrer le mouvement. Donc, la suite, ça peut être nous, ça peut ne pas être nous. Bien sûr. Voilà. Donc, la révolution a été faite, hein. Voilà. Une révolution que vous assumez. Et vous n'avez même pas peur des polémiques que ça crée, les polémiques, d'autres polémiques qui viennent, notamment avec votre cher aîné, Denko, qui a qualifié votre Zoulou de dormant. Est-ce que ça t'a choqué d'entendre ça? Non, ça m'a pas choqué. Tu sais, un groupe aussi, c'est un ensemble de personnes, de personnalités. C'est vrai que Isso, il était fâché parce qu'il a trouvé que c'était insultant. Pour quelqu'un à qui on a rendu hommage, c'est pas normal que... Justement, il n'a pas trouvé ça comme un hommage. Voilà. Moi, perso, moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que musicalement, c'est une chanson qui a une pure inspiration. Et traiter notre Zoulou de dormant, c'est traiter nos fans, ces gens-là qui se déplacent pour nous. Alors, à chaque fois qu'on les invite pour un concert, c'est les traiter aussi peut-être d'adeptes d'une musique dormante. Donc, c'est bien. Si on fait du Zoulou dormant, qu'on est aimé pour ça, il n'y a pas de souci.
Moi, je pense que c'est comme ça que moi j'ai vu la chose. Après, c'est un aîné, on est en Afrique. Sinon, sous d'autres cieux, on aurait, tu sais qu'on aurait... Bien sûr. 10 ans en arrière. Ouais, on aurait répondu autrement, mais on n'est plus à ce stade. On lui a toujours accordé du respect. Et voilà, au départ, on était disposé à faire, à lui ouvrir les bras pour une réponse sur la chanson, une intervention. Mais là, on est passé à autre chose. On est en train de préparer la sortie de notre 6e album, Dormant. Voilà. Il s'est excusé, vous avez accepté. Il s'est excusé, on a trouvé ça sage. Mais après une sortie, c'est une sortie, mais il s'est excusé, on l'a accepté, et puis voilà. Mais pourquoi le contraire n'a pas été fait, quand il n'a pas apprécié votre sortie, votre hommage? Pourquoi vous ne vous êtes pas excusé également? Mais lorsqu'il n'a pas apprécié, sa sortie était fausse. D'accord. Moi, je trouve que sa sortie était voilée de, après, j'aime pas revenir même si ça. Mais il n'était pas sincère. Pourquoi? Parce qu'on s'était vu avant. D'abord, il y a... Avant la sortie de la chanson? Avant la sortie de la chanson. D'accord. On reçoit des membres de son staff. Parce que lui aussi, il a eu des péripéties. On ne savait plus qui était son vrai manager, qui était son vrai staff et tout. Donc, on a reçu un groupe, y compris avec sa femme, qui ont écouté la chanson au studio. Et qui ont vraiment aimé. C'était l'époque où il était KO, il était touché. Je vois qu'il a connu plusieurs périodes comme ça. Mais là, c'était vraiment sa dernière rechute. D'accord. Et on fait la chanson, on fait écouter à son staff. Parce qu'on avait libéré un bout sur TikTok. Ok. Donc ça a commencé à s'enflammer et tout. Le retour qu'on reçoit, on nous dit, Denis, il a apprécié, vraiment, c'est bon. Et quand la chanson sort, on le rencontre, on le croise au pied de la scène, je pense après la Cannes, lorsque Siro a organisé, ouais c'est ça, pour célébrer la coupe sur le boulevard jusqu'à Dessin, quoi. Donc on se retrouve au pied du podium et la vidéo est là. Oui, on a vu la vidéo, c'était convivial. Voilà. Donc, on estime que s'il y avait un souci tel qu'il nous reproche de ne pas être venu vers lui pour lui donner les conseils au lieu de les mettre en chanson, il aurait pu aussi entreprendre en tant qu'aîné, même ne serait-ce qu'à envoyer quelqu'un vers nous pour dire j'aime pas du tout le projet, je préfère qu'il ne sorte pas. Il aurait fait, peut-être qu'on serait passé à autre chose depuis. Ça pouvait rester juste un bout sur TikTok et puis on sortait pas la chanson. Donc Vous pensez que les personnes l'ont gamé, comme on dit chez nous après? Non, moi perso, au départ, je m'étais dit que c'était pour lancer la com de son concert. C'est comme ça que moi j'avais vu au départ. Après, en revoyant plusieurs fois la vidéo, il y avait de la tension dans ses propos. Mais après, Denko, pour ceux qui connaissent son histoire, c'est un habitué des clashs. C'est maintenant qu'il a vieilli, tout ça, sinon. C'est quelqu'un, quand il veut aller, il va pas avec les gants. Donc, si on avait envie de jouer à ça, on allait s'affronter. Ça allait être des réponses, mais c'est notre aîné. Exactement. Et dans le Zouglou, il y a un organigramme, il y a des, voilà. Sinon, c'est ça. Si on était dans le coupé décalé ou, c'était dans le hip-hop, voilà. Là, je suppose qu'il te regarde, là, un mot pour Denko avant qu'on passe à un autre sujet. Non, mais big up à toi, mon vieux Denko. Tu restes un modèle pour nous, un leader pour nous, donc on te suit. Voilà, on souhaite que tu te portes bien et que voilà. Big up en tout cas. La NGZ, la nouvelle génération du Zouglou. Tu es l'un des porteurs de ce mouvement-là. Tu en es même le secrétaire général, si je ne m'abuse. Ouais. Et c'est quoi cette idée? Qu'est-ce que vous voulez montrer en créant cette plateforme-là? Mais la NGZ, pas de... D'abord, nouvelle génération, ça nous fatigue un peu. Prométhée, c'est quand même, je vais dire révolution, c'est combien d'années de, plus de 15 ans de carrière? 15 ans. Est-ce qu'on est encore nouvelle génération? Est-ce qu'on est encore nouvelle génération? Oui, c'est une très belle question. C'est vrai que l'expression nouvelle génération, c'est un abus.
de langage, mais depuis le début. D'accord. Parce que on a imposé cette expression à un moment où on était un peu persécuté. D'accord. Mais bon, on peut dire à juste titre par certains conservateurs. Et donc, il y avait une cassure au niveau des générations. Ouais, ouais. Donc, quand on allait dans certains endroits, on disait, non, c'est les jeunes là, les trucs. Et nous, il y a les douillards. Et il y a une génération intermédiaire avec les patrons, les mercenaires, tous les autres qui étaient là. Et donc, on savait vraiment pas où se situer. Pourtant, il fallait qu'on ait une position. Ouais. Voilà comment naît l'expression nouvelle génération, ça devient l'expression qui nous définit. C'est ça. Et qui définit tous ceux qui viennent après. Donc après, c'est vrai que les Atito Pata et autres, Atito c'est un ancien en âge, mais après sorti, en termes de sortie, tous ceux-là, ils sortent après. Atito Pata, Yabongo, les leaders, ça se tient. C'est vrai que les leaders, ils ont démarré un peu avant nous, mais ça se tient. Ouais. Parce que, à partir de ce moment-là, il y a un courant qui arrive. Et ce courant-là, il faut lui donner un nom, une identité. Voilà comment on parle de nouvelle génération. D'accord. Et c'est compté à partir justement de ceux qui ont sonné cette révolution-là. Donc ça part comme ça et on commence à identifier tous ceux qui viennent après comme étant de la nouvelle génération. Maintenant, le concept même de l'association NGZ, il part d'un truc assez bête. Il y a la Zakai de Coco Diamant qui décide de se marier. Et donc, il choisit ses compères, artistes Zouglou de la nouvelle génération, comme garçon d'honneur. D'accord. Et moi, il me choisit comme on dit, best man, voilà. Ouais. Best man, mais je finis par devenir PCO et autres. Mais il crée un groupe WhatsApp pour l'occasion. Et ce groupe WhatsApp, on le conserve après le mariage. On continue de se parler, d'échanger. On décide même de l'utiliser comme plateforme pour s'échanger des informations, pour collaborer en groupe. Ouais. Donc ça devient notre base. Donc on change l'entête du truc. Ce n'est plus staff mariage, ça devient NGZ. NGZ, ouais. Et il n'y a pas d'élection. On se lève, on soulève Donès des leaders. Il est le président. On dit, tu es président. Le gars, il a toujours voulu démissionner. Ça veut Donès, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop bavarder, timide. Ouais. Il parle pas beaucoup. Il est d'accord avec tout. Il m'a dit, mais vous mettez, il dit, non, c'est toi, tu es le président, donc on l'impose comme président à l'unanimité. Et ça devient un prétexte pour nous de nous rassembler, de nous réunir. Ouais. On commence à faire des choses les plus simples ensemble, c'est-à-dire on part sur des événements anodins. L'un d'entre nous a un concert, on se retrouve là-bas nous tous. Les plus petits spectacles, on se retrouve. Et on a compris qu'on pouvait faire des choses ensemble. Bien sûr. Et l'une de nos premières actions fortes, c'est déjà la participation au tournoi Éléphant Zouglou d'or qu'on a remporté. On a été négligé, on a remporté la coupe. Ouais. Et après ça, il y a Bongo qui nous considère en nous mettant au cœur de la communication de son concert pour le Parc des Expos. Il nous invite à son restaurant. Il nous donne la nouvelle avant la presse. Il nous demande en tant que sa famille de porter son image, de porter cet événement-là, ce qu'on a fait. Et la suite, on la connaît. Il a fait le plein du Parc des Expos. Et ça a été l'une de vos plus grandes réussites. Premières actions. Ça, c'est devenu habituel pour nous de remporter des trophées. Ah ouais. Pardon. Ouais. Ah, ça, c'est plus récent. Ça, c'est quel trophée? Jonathan Morrison qui nous invite au lancement de son Cam Tchétien All-Star Gala. D'accord. Donc, il y a le coupé décalé, les entrepreneurs, tous les autres. Et nous, on arrive avec une petite équipe là. Les autres, ils avaient des mercenaires, ils ont envoyé des dangereux joueurs. Des dangereux joueurs. On dit, mais Zouglou, c'est quoi? On allait tout doucement jusqu'à finale. On a remporté.
Le trophée. Après, c'est un esprit d'union. On fait les choses ensemble. Ouais. On partage tout ensemble. Ouais. Ça va jusqu'aux anniversaires, mais en même temps, derrière la vraie vision, c'est de créer une base de collaboration. D'accord. Parce que moi, une chose que j'ai toujours déploré dans le Zouglou, mais surtout chez nous, dans notre génération, les gens ne collaborent pas. Je parle de collaboration en termes de featuring au studio. Je parle de collaboration même dans les clips. Et récemment, on a participé au tournage d'un clip des Leaders. D'accord. Il a invité presque toute la NGZ. Et il y a des collaborations qui sont plus discrètes, par exemple, Amaral qui peut demander peut-être j'ai dit bêtement, à Prométhée peut-être d'intervenir sur une de ses compos en termes de structure, en termes de voilà, on se consulte quoi. Ouais. Et ça c'est devenu plus fluide grâce à cette plateforme là. Ouais. Et voilà. C'est tout ça la vision. Je pense que dans les jours à venir, ça sera plus concret justement en termes de réalisation et autres. Il y a aussi notre prochain projet, le concert des Leaders. Bien sûr, voilà. Pour le 15 ans des Leaders. Oui, voilà. Pour le 30 novembre. Et justement, mais avant ce concert, il y a le concert des générations. Ouais. Alors, on ne sait pas si ça aura lieu avec la mort de Valérie. Le concert des légendes. Oui, des légendes. Alors, on vous accuse, certains sur les réseaux sociaux, de ne pas être actifs pour la promotion de ce concert comme vous l'avez fait pour Yabongo. C'est vrai que c'est pas votre génération, mais on se dit que c'est le Zouglou, c'est le même combat. Est-ce que vous comptez descendre? Moi, j'attire l'attention de nos aînés. D'accord. J'attire l'attention de nos aînés sur ça. Le respect, c'est une échelle. On utilise l'échelle pour monter, on utilise l'échelle pour descendre. Et lorsqu'ils ont fait la conférence de presse de cet événement, nous, on avait déjà lancé la communication sur le concert des Leaders. D'accord. C'est vrai que ça se chevauche pas. Je pense que c'est bien avant ou après, je sais plus. Oui, c'est le 2 novembre. Le 2 novembre, voilà, c'est avant. Avant. Et à la fin, c'est les mêmes causes produisent les mêmes effets. À la fin, les gens diront, oui, les plus jeunes n'ont pas été actifs dans la communication de cet événement. Mais si tu ne m'as pas invité dans ta bataille, je me bats pas. C'est pas parce que tu es mon aîné, mais que tu ne me considères pas, que je vais aller me battre pour toi. Moi, tous ceux-là, ce sont nos doyens, on s'appelle tous les jours. Alors, donc, moi, je parle déjà des promoteurs. Je pense qu'il y a le vieux Angelo Kabila qui est derrière, je crois. Ouais. Et c'est notre papa. Angelo Kabila, c'est quoi? C'est un appel. C'est vraiment mes petits. En plus, même maintenant, on est structuré. C'est une seule personne qu'on appelle. Si on appelle Prométhée, juste informer Prométhée qu'il y a un tel événement, en plus, c'est un événement de cette envergure où il y a tous nos doyens qui sont sur la même scène, en tout cas les plus illustres, sur la même scène. La moindre des choses, c'est quand même de nous informer, en fait. De nous considérer. On sera à ce concert, certainement, on fera l'effort d'y être. Mais si on n'a pas été invité dans la communication, ça ne se fera pas. On va pas, parce que c'est comme ça que certains prennent la honte. Oui. On t'a pas invité à faire quelque chose, à te battre. Tu arrives, tu te déshabilles, tu commences à te battre. Et puis on dit, mais tu fais quoi? Qui t'a appelé? Ouais. Voilà. Mais d'autres diront, par exemple, vous avez appris la nouvelle. Pourquoi ne pas approcher les aînés et dire, est-ce qu'on peut avoir une petite place pour aider à la En Afrique, là, il faut que les gens arrêtent ça, là. Cette histoire de, pourquoi ne pas approcher les aînés? Parce que les aînés savent que dans une cour, toutes les composantes de la cour, là, elles comptent. D'accord. Même en tant que père de famille, si on suppose même qu'en tant que patriarche, le patriarche, avant de prendre une décision, il réunit tous ses enfants. D'accord. Il réunit toute sa cour. Il ne se lève pas pour dire, je veux faire tant, suivez-moi. Non. Donc, c'est clair que le patriarche ou les anciens, les aînés, c'est possible aussi qu'ils informent. C'est ça. Donc, comme Yabongo l'a fait, en vous respectant, en vous convoquant. Non, on ne demande même pas qu'on nous fasse un gel honneur ou bien je prends le cas de Yannick Rossi pour Éléphant Zouglou d'Or.
Et ça, ils sont passés par une personne, sachant que c'est un réseau. D'accord. Ils sont passés par Donès. Donès m'a transmis le dossier. On a fait ce qu'on pouvait faire. D'accord. Et voilà. On retient que vous êtes disposé. Nous vous sommes attendez qu'on fasse la démarche. Non, on n'attend pas ça forcément. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Et comme on ne se sent pas concerné par l'événement directement, D'accord. on ne peut que peut-être partager, on va peut-être partager les affiches, on va faire ce qu'on peut. D'accord. Mais imaginez que nous, moi en tout cas, mon groupe et moi, on a un concert le même jour, on n'ira pas là-bas. Ouais. Si on a un événement ailleurs le même jour, on fera pas l'effort d'y être. Tout le monde me connaît pour ça, je vais pas mâcher mes mots. Mais c'est ça le truc. Ouais. Voilà. Là, si tu as un appel du vieux Kabila après cette interview, moi, c'est mon papa. Ouais. Moi, Angelo Kabila, en fait, faut même pas que ça soit une polémique, hein. Faut pas que ça soit, c'est juste que, je pense qu'ils savent comment ils nous ont éduqués. Ils savent comment ils nous ont formés. Et si ils sont dans un processus dans lequel on n'est pas intégré, ça sera difficile pour nous de les aider même, d'ailleurs. Voilà. D'accord. C'est un peu ça. On va parler d'un sujet un peu plus personnel. On sait que tu composes pour beaucoup de groupes, pour beaucoup d'artistes tout court. On peut en citer un, Kérosène, José. On peut en citer un. Rocky Gold. Baby Philippe. Rosine Layo aussi. Rosine Layo, j'ai été approché récemment et je suis sur un projet. D'accord. Pour elle. J'espère que voilà qu'elle va le sortir bientôt, mais on est dessus. J'ai bossé pour Moula, j'ai bossé pour j'ai fait un titre pour Beno, Jelly Kababintou qui est une superstar de la Guinée, Audi Premier, Emilio Le Chanceux, bon il y en a plein, oui. En Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Ça commence à devenir voilà, Gianni Pacha qui est au Congo. Il y a plein. Donc Et là, la composition, c'est un axe que tu exploites au mieux maintenant. Ça devient, je veux dire, l'une des cordes principales même de ta carrière. Ça finit par devenir comme un boulot, comme un métier à part entière. Ça te passionne même. Oui, mais au départ, honnêtement, c'était amusant pour moi de créer et de voir ce que ça donne. Ouais. D'intervenir sur des titres ou peut-être entre guillemets, donner un boost aux autres. C'était pas vraiment quelque chose qui était destiné à être lucratif. D'accord. Et après, en se formant, on constate que c'est un métier qui est à part entière. Je décide de prendre des cours, donc je paye des cours pour me renforcer. Pour composer? Oui. On apprend ça? On peut ne pas apprendre, mais quand on veut être à l'ère moderne, on veut garder la main. Quand on veut pouvoir passer sur tous les styles, il faut pouvoir apprendre. D'ailleurs, dans la vie, il faut toujours apprendre. D'accord. Et donc, je me mets à me cultiver encore plus. Je me forme et ça devient quelque chose qui compte pour moi. Ouais. Je prends juste l'exemple de la période du Covid. Pendant la période du Covid, lorsqu'on lance le confinement, une semaine ou 2-3 jours avant, ouais, c'est ça, j'écris Accéléré de José, donc je suis payé. J'écris de Baby Philippe, tu étais là. Et c'est deux titres comme ça, je pense à 2-3 titres. Quand je les écris, je les vends. Je tiens pendant toute la période de confinement avec ma famille. C'est-à-dire que les spectacles, tout ça qu'on n'avait pas, tout a été annulé, c'était pas mon problème. C'est-à-dire que j'avais économisé de l'argent et j'ai tenu pendant. Rien qu'en composant. Donc, imaginez un peu. Tu es en train de me dire que ça se vend en millions, en fait. Les compositions se vendent en millions. En tout cas, je me plains pas et j'en profite aussi pour remercier le professionnalisme des artistes avec qui je travaille, parce qu'ils connaissent la valeur d'avoir un compositeur, la valeur d'un compositeur. Parce que pour plusieurs artistes,
ça reste encore un sujet tabou. Ouais. Ça reste encore un sujet tabou dans la mesure où les gens ont honte d'accepter même le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse la chanson. D'autant plus que c'est un artiste comme eux. Ils se disent que ça peut laisser paraître une faiblesse. Attends, c'est pas une faiblesse. Quand tu t'appelles José, tu n'as plus le temps de t'asseoir pour écrire une chanson. Quand tu regardes le niveau actuel de Roselyne Layo, à quel moment elle va s'asseoir pour écrire? C'est la même chose pour Kérosène et les autres. Donc, bien sûr, à un moment, il faut pouvoir se décharger de ça, faire confiance à une équipe qui s'occupe de ce travail. Et moi, j'en profite pour leur dire merci parce que c'est être professionnel, c'est accepter justement de se concentrer, de se focaliser sur d'autres choses plus importantes et de laisser la tâche à des gens qui peut-être ont reçu ce don, mais en même temps qui ont appris. Ouais. Voilà. Et si tu avais découvert ça plutôt, est-ce que tu allais chanter même? Si, j'allais chanter. Parce que j'aime quand même chanter. Mais une confidence, honnêtement, j'adore la vie de studio plutôt que la scène. Moi, je suis quelqu'un qui... si on pouvait être artiste, exploser, connaître le succès sans sortir à la télé, sans faire de clips, tu es casanier, sans faire d'émissions télé, honnêtement... Pas que je suis casanier, mais j'aime la magie du studio. Ce qui me passionne dans la musique, c'est comment c'est créé. Ouais. Et tout le mystère qui est derrière. Et puis maintenant, voir ce que ça donne dehors, c'est ce parallèle-là que j'aime bien. Ça, c'est ce que j'adore. J'aime pas les shootings photos, j'aime pas les émissions télé, j'aime pas les tournages de clips. J'aime pas. Et justement, et là, tu commences à être sollicité par des artistes internationaux. Aujourd'hui, c'est un volet que tu développes, hein, je veux dire. Oui. Et tu as créé un studio à la maison, on est dans ton studio. Voilà, c'est ton bureau ici. Oui. C'est une journée de travail au studio, c'est quoi ici? Comment ça se passe? Une journée de travail. Ça part déjà de l'inspiration. Il y a deux cas. Quand c'est un artiste que je connais déjà, donc je connais déjà le style, mais pour qui je n'ai jamais travaillé, je peux m'asseoir là, peut-être passer ces vidéos, ces clips en boucle pendant toute une journée, au cas où ça ne vient pas. D'accord. De sorte à absorber en fait son feeling, son esprit, sa manière de réfléchir. Souvent même sa manière de bouger. D'accord. Ça me donne des couleurs, des idées. Ce que j'appelle couleurs, c'est vraiment dans la tête. Et en fonction de ça, je cherche un thème qui est atypique. Et je me mets à la tâche. J'ai des brouillons partout ici. D'accord. Donc je me mets à écrire. Très souvent, ça se fait à partir d'une maquette. Donc, je commence à faire une base musicale. Donc, je fais une petite programmation. D'accord. Que sur laquelle je pose moi-même. D'accord. Donc, moi-même, je pose. Mais très souvent, je fais ça avec le feeling de l'artiste. J'essaie de... D'accord. Donc, tu leur donnes même des idées sur comment poser. Comment ça sera chanté. Et à quoi ça va ressembler. Et ils adoptent ça, très souvent. Oui, parce que, en fait, je n'écris pas pour moi. Je n'écris pas dans un style. D'accord. Très souvent, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'écris pour José, c'est du José. Bien sûr. Quand c'est écrit pour Kérosène, c'est du Kérosène. Ainsi de suite. Il n'y a pas un style révolution qui est calqué, non. Parce que, quand c'est fait avec cette technique-là, ça finit par se savoir après. Ça se ressemble. Par contre, quand tu fais du sur-mesure, voilà pourquoi, en fait, il faut se documenter sur l'artiste pour qui tu écris avant de commencer. Et le plus difficile, c'est pour les artistes, entre guillemets, qui commencent. Quand c'est un artiste qui n'a pas encore connu de succès et qui compte sur toi pour lui donner pour avoir de la force pour se lancer, c'est encore plus stressant. Parce qu'il faut prendre du temps pour lui trouver un style. D'accord. Pour lui trouver une couleur qui sera sa touche. Et quand ça c'est raté, ou même tant que c'est pas trouvé,
Ça peut, moi je connais des gens qui attendent, qui pensent que peut-être Prométhée fait le malin, il veut pas il veut pas écrire, mais il veut pas tout, non. Mais je connais des gens qui attendent depuis des mois, pour certains des années. Et tu l'as fait pour certains artistes, hein, Zulu, Bénédiction notamment, je pense. Bénédiction, c'est même de la formation. De la formation. Mais aujourd'hui, Willy, c'est qui fait ma fierté. Willy est compositeur aussi. Exactement. Willy ça touche à lui. Il a été il a été à la base des premiers succès de Roselyne Layo jusqu'aujourd'hui. Et il a beaucoup boosté Tamsi, sur ses compos, donc, avec Yilim, je crois, avec beaucoup d'artistes, hein, Willy a fait quand même pas mal. Donc, voilà, c'est aussi de la transmission. Même si ça a été précoce, mais c'est de la transmission. Ouais, c'est important. Un jeune père. Oui. Un homme des traces. Voilà, donc c'est... Alors, tu composes, tu arranges aussi? J'aime pas trop l'étiquette d'arrangeur parce que je veux même pas être bon arrangeur. Parce que c'est un autre art. D'accord. C'est un tout autre art. C'est vrai que ça s'appelle de la composition aussi, mais ça amène à apprendre d'autres aptitudes qui n'ont rien à voir avec les aptitudes pour être lyriciste. C'est une autre école. C'est-à-dire, si je me mets à penser comme Baby Philippe ou à penser comme Akache ou etc., il sera difficile pour moi de penser comme un compositeur. D'accord. Un lyriciste. Donc, je dissocie. Je fais que de la programmation, je fais des bases musicales. Et j'ai ici avec moi, en général, j'ai un assistant, un jeune arrangeur, un jeune beatmaker qui habille mes programmations. Elifal. Elifal qui est l'arrangeur, qui a fait Denis, qui a fait On est beaucoup, le titre des éléphants, qui est aussi l'arrangeur de notre prochain album Noces de Cristal. Il a bossé sur 10% des titres de cet album. C'est un jeune beatmaker qu'on a connu pratiquement dans la rue, à qui on a fait confiance. Et puis voilà, il fait du bon boulot. Donc quand Elifal il propose sa compo dessus, moi je propose en retour la maquette à l'artiste. Et si l'artiste valide, il passe au studio enregistré ou il enregistre dans le studio de son choix. Et s'il veut garder mon beatmaker sur le titre, donc ils ont leur deal maintenant. D'accord. Et ça fait des marchés aussi pour le petit. Oh oui, et pour être performant comme tu l'es, hein, on est pratiquement à la fin. On imagine qu'il y a une qualité de vie qui va avec. On sait que tu ne sors plus beaucoup trop, maquis, bar, la nuit, tu les passes à travailler. Et c'est important d'avoir une qualité de vie pour avoir ce genre de performance. Oui, c'est important en tout cas d'aspirer à une vie, à une vie très calme. Parfois, il faut créer même ce calme-là. Oui, c'est important. C'est important aussi de pouvoir évacuer presque tout le stress qui est lié à notre fonction, à notre métier, en faisant aussi du sport. Donc, tu fais les arts martiaux notamment. Oui, je suis actif dans une discipline qu'on appelle le Nihon Taijitsu, donc technique du corps. C'est une discipline française d'origine japonaise. Et donc ça par contre, c'est un parachute pour moi. D'accord. Il y a des moments où voilà, je ne rate aucun de mes entraînements parce que ça me permet d'avoir dans la semaine un moment où j'oublie tout. Imagine, tu te fais projeter, tu projettes les gens. Voilà. Donc c'est important d'avoir ce genre d'équilibre là et d'avoir aussi une bonne base familiale. C'est tout ça. Voilà. Tu étais aussi dans le business de la nuit, tu n'y es plus, la cabane des stars. J'en profite officiellement, les gens ne savent pas jusqu'à présent. Ah bon? La cabane des stars n'existe plus. Peut-être si vous revoyez ce nom, ça sera peut-être sur une autre production ou sur quelque chose. Et pourquoi tu quittes ce milieu-là, les établissements de nuit? Tu en avais à Ouaga, avec la Maison Rêveuse? C'est juste un univers, c'est pas mauvais, parce qu'il y a des gens qui œuvrent encore dans ce business, c'est pas mauvais, mais ça n'allait plus avec moi. Ça ne collait plus avec certaines de mes activités qui nécessitaient que je me lève le matin, que je sois actif en journée, et donc je pouvais pas être actif aussi la nuit. Sinon ça devenait difficile à gérer, donc j'ai dû arrêter sur un coup de tête. Aujourd'hui,
Je suis dans la composition musicale. Je suis aussi dans l'agriculture. Ah bon, hein? Et dans l'élevage Un d'escargots. jeune planteur. Voilà. Donc bientôt aussi, vous allez manger mes escargots. Allez, voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, on va finir avec ta vie religieuse. Est-ce que tu es pratiquant? Je n'ai pas honte de le dire, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Pourquoi? Après, ça, c'est pas pour créer polémique, mais je n'appartiens pas à une communauté religieuse. Mais je prie beaucoup. J'ai grandi catholique, mais je prie beaucoup. Je ne vais plus à la messe non plus. Mais je suis actif autrement. Aujourd'hui, je produis des chantres. J'ai reçu un signe. C'est vrai que moi, je sais pas si un jour je serai appelé à être chantre. Mais pour ceux qui sont déjà appelés, je mets mon studio et mes services à leur disposition. D'ailleurs, en ce moment, j'ai lancé un duo de chantres féminins, les Sœurs Zébi. Elles ont sorti leur premier single récemment, Ils ont menti. Donc j'essaie de les booster parce que c'est pas de la production à 800%, mais c'est vraiment ce que je peux, quoi. Et après elle, il y a le chantre Nyanwa que je vais lancer d'ici la fin de l'année. Et c'est mon action à moi. C'est ta manière de prier. C'est ma manière de prier. C'est ma manière à moi d'aider ceux d'aider à porter leur voix vers Dieu. Parce que peut-être que nous autres, on n'a pas la force qu'il faut pour faire ça. Donc voilà. Donc c'est ça. Et quand tu te projettes, comment tu te vois dans 10 ans, Prométhée? Dans 10 ans, j'espère être meilleur, j'espère... C'est clair que je dis toujours que je vais pas faire plus de 20 ans de scène. Je dis ça toujours, c'est vrai que mes gars aussi... Ça veut dire quoi? Que dans 3 ans avec Revo, 3-4 ans, c'est fini? Mes gars aussi, ils sont pas d'accord avec ça. Moi, honnêtement, je dis ça souvent, je pense pas pouvoir... En tout cas, vieillir sur scène, les jubilés, les anniversaires de 30, maximum 20 ans de carrière, 40 ans de carrière, honnêtement. Moi, je vois pas ça comme c'est pas une priorité pour moi. Je pense que je vais, dans quelques années, je serai plus derrière la scène. Je serai plus en train de peut-être continuer à créer, mais je serai sur d'autres projets qui seront pas très loin de la musique. Mais que deviendra Révolution? Si tu veux quitter la scène. En fait, ne voyez pas Révolution comme un groupe qui a envie de faire 100 ans de musique. Révolution, on suit notre feeling. D'accord. On suit notre feeling et aujourd'hui, chacun construit ce qu'il peut à partir de ce qu'on a eu. Mais après, chacun peut avoir ses projets, chacun peut avoir ses ambitions. Et voilà. Moi, je sais pas, mais perso, je me vois pas vraiment. Mais après, il y a des déclics, il peut y avoir une situation qui peut. Tu n'es pas fermé, tu es dans. Voilà, qui peut m'obliger à faire peut-être 2 ans de plus ou 1 an de plus ou. Je sais pas quoi, mais voilà. Il y a des contrats aussi qui nous enferment. Tu peux signer avec une marque. Une marque peut-être qui t'oblige à tenir encore 5 ans. Donc je sais pas, mais au moins je dis ça à qui veut l'entendre, je me vois pas durer sur scène. Sur scène, non. D'accord. Véritable avant-dernière question avant ton mot de fin. Okay. On sait que tu suis également les éléphants de Côte d'Ivoire. Votre chanson a aidé à booster nos pachydermes jusqu'à avoir le trophée, le 3e de leur histoire. Sur le coach Fayet, depuis son arrivée, son coaching, comment est-ce que tu vois la sélection, l'héritage de la CAN, ton mot sur notre sélection nationale? Déjà, j'en profite pour dire merci au coach Fayet parce que grâce à lui, on a été décoré. Ah bon? On a été fait chevalier dans l'ordre du mérite. Non, merci. Grâce à lui et grâce à la chanson également. Grâce à la chanson, oui. Debout, on est debout parce que... mais après, c'est vrai que la chanson les a boostés. Mais ils ont bien réagi aussi après, donc... Voilà, donc merci au coach Fayet. Et moi j'admire cet homme parce que il fait un travail formidable, il est très concentré. Parfois j'aimerais pas être à sa place, il a tellement de bons choix en termes de joueurs. Il a
La Côte d'Ivoire, en ce moment, je veux dire, a un vivier de joueurs, mais ça va être difficile pour lui de faire des choix, de savoir qui mettre là. Donc, franchement, je lui tire mon chapeau. Et je pense que on a vécu de bons moments et on continue de vivre de bons moments grâce à lui et toute son équipe. Voilà. Merci de nous avoir reçus chez toi. Promettez ton véritable dernier mot de fin. Et qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi, ta personne, ceux qui te voient au quotidien? Quel genre de personne tu es? Comment tu veux qu'on te cerne, en fait? Même moi, je n'ai pas fini de me cerner. Mais c'est tout moi, c'est quelqu'un Prométhée, c'est quelqu'un qui vit naturellement, qui suit ses pulsions, son feeling. J'essaie d'être une personne meilleure à chaque fois, j'essaie de ne pas être en conflit déjà avec moi-même, donc avec les autres. J'aime suivre mes passions. La plupart du temps, je fais des choses en fonction de mes passions, donc que les gens m'excusent parfois si ça ne passe pas avec eux, mais voilà, c'est ce que je suis, mais j'essaie d'être une version meilleure de moi à chaque fois, que ce soit dans la musique comme dans ma vraie vie. Donc voilà. Voilà, on espère que vous en savez un peu plus. Oui, tu veux terminer? Ah, c'était pour vous remercier. Oui. Voilà. Bon, merci Marcelin, le grand prêtre, et toute ton équipe d'être humblement venu jusqu'ici. Je remercie aussi tous ceux qui nous suivent depuis le début, qui nous soutiennent. Et puis voilà, on est ensemble. Voilà, j'espère que vous savez quelque chose de nouveau sur le Dieu du feu, God of Fire, Prométhée. Ça a été un honneur, un plaisir pour nous de le visiter dans son studio, ici à Abata. J'espère que vous aurez l'occasion un jour de collaborer avec lui, cet excellent compositeur, chanteur et homme d'affaires également, puisqu'il est agriculteur également maintenant. À très bientôt.